tous, je suis ravie d'être là et de pouvoir vous aiguiller sur la construction de votre image de marque en tant que freelance, le personal branding, c'est important. Alors pour me présenter, donc je m'appelle Anna Peters, je suis la fondatrice de DigiAtlas, qui est une école en ligne dédiée aux freelances et aux indépendants. J'ai créé cette école après avoir été 7 ans en freelance. Donc ça existe depuis 2018. Aujourd'hui, on est une petite équipe de 10 personnes basée donc à Lyon. Et on accompagne plusieurs centaines de personnes de freelance en devenir ou de freelance déjà établis tous les ans. Est-ce que ça va le son? Oui? Ok. Voilà. Donc, DigiAtlas, c'est beaucoup plus qu'un simple organisme de formation, c'est qu'on accompagne toutes les personnes qui arrivent chez nous, aussi bien d'un point de vue personnel quand ils ont des doutes, on est aussi l'épaule sur laquelle ils s'épanchent, et puis un catalyseur de réseau, parce que c'est bien le digital, c'est important le marketing, mais les relations et le physique, c'est aussi essentiel pour réussir. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est que vous puissiez repartir avec des briques de compétences pour construire votre image de marque, parce que forcément, c'est ce qui va aussi participer à votre présence en ligne et puis va vous aider à trouver des clients, ceux que vous cherchez, ceux qui viennent vers vous pour votre personnalité. Donc, c'est important, dès le début de votre activité, de s'y pencher, de prendre le temps de le faire parce que on viendra vers vous facilement et puis surtout, vous allez pouvoir adopter un tarif journalier moyen aussi plus adapté et plus conséquent à ce que vous recherchez. Alors, première question. Selon vous, quelle est la différence entre ces deux t-shirts? Il y a un t-shirt logo Télévis et un t-shirt tout simple. Il y en a un, souvent c'est ce qu'on me dit, Levi's, bien il y a une marque, c'est signe de qualité, c'est souvent cher, et puis l'autre, il est un peu basique. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des agents immobiliers. Vous reconnaissez certainement Stéphane Plaza, et puis la famille Kretz, pour ceux qui ont regardé la série sur Netflix. La différence avec un agent immobilier standard, lambda, c'est quoi? C'est que forcément, ils ont une position médiatique et ils ont plein de demandes entrantes. Et pourtant, on en voit plein des agents immobiliers aussi entrer chez nous. Donc, le fait d'exister en ligne, oui, il y a un peu de télé, c'est vrai, mais c'est ce qui vous permettra aux agents immobiliers d'avoir des mandats. Donc, la marque, finalement, c'est quoi? C'est un repère mental pour le consommateur. C'est les personnes morales, donc les sociétés, aujourd'hui, elles perdent la confiance des consommateurs. Ça, c'est classique, on en a marre d'entendre des marques scander « je suis le meilleur, venez chez moi », ça ne nous intéresse plus trop. Donc les dirigeants, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent de plus en plus s'exposer pour raconter une histoire. Et c'est ça qui va faire la différence, pour que les clients, les prospects potentiels s'attachent à eux. Et c'est ce qu'on appelle donc le personal branding, qui est donc le marketing de soi. Donc, c'est communiquer finalement sur son image de marque personnelle comme image de marque professionnelle. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on peut projeter de soi? Donc, c'est trouver finalement la version un peu flatteuse de ce que j'ai moi envie de mettre en avant. Okay, donc, c'est capitaliser sur ses forces en fait. Donc, il y a 3 éléments clés en personal branding. C'est la perception, la réputation et l'expérience. D'accord ? Donc, la première étape pour capitaliser sur ses forces, forcément, ça va être d'apprendre à mieux se connaître. Donc, c'est un peu du développement personnel, finalement. Donc, si je devais résumer le personal branding, ça serait quoi? C'est la façon dont je me vois, c'est la convergence entre ces deux points, la façon dont je me vois et la façon dont les autres me voient. C'est une congruence entre ces deux points. Donc, ça vaut le coup de se poser la question, comment est-ce que les autres me perçoivent et qu'est-ce que je peux donner à lire, à voir, à entendre auprès de mon audience. Donc, souvent chez DigiAtlas, nous on voit des apprenants qui arrivent, qui ont un objectif en tête. Je pense notamment à une photographe qui rentrait d'un long périple de plusieurs années aux États-Unis et qui se dit « Ok, je me reconvertis, j'arrive en France, je veux me spécialiser dans la photographie de voyage ». Or, c'est quand même difficile d'en vivre et donc à court terme, qu'est-ce qui se passe? Elle se dit, pour vivre, en plus j'ai pas de chômage, je vais vendre des prestations de photos de mariage. Et c'est pas parce qu'elle vend ça à court terme que son objectif long terme de se spécialiser dans la photo de voyage, il peut pas apparaître, il peut pas être établi plus tard. Ok? Donc l'objectif, forcément, en fonction de vos priorités à court terme, il va évoluer.
Et il faut qu'il soit adapté à votre cible. Donc, c'est une prestation de service, un portefeuille de service. Finalement, il peut évoluer aussi en fonction des besoins, des périodes de vie que vous traversez. On a tous des stades de vie différents et des besoins différents à un moment ou à un autre de sa vie. Donc, il y a un outil très classique en marketing. Je suis sûre que la moitié pas de la classe, de l'audience le connaît, c'est le SWOT. Donc, juste très simple, vous faites une colonne, les forces, les faiblesses, et vous capitalisez sur ces forces, sur vos forces. Parce que ça ne sert à rien d'essayer de réparer toutes les faiblesses et finalement de faire quelque chose avec beaucoup d'efforts. Si c'est difficile pour vous, capitalisez sur vos forces et demandez surtout à votre entourage, mais finalement, pour toi, qui je suis, qu'est-ce que je reflète, quelles sont mes valeurs, mes avantages. Vous posez la question à vos proches, à vos amis, à votre famille, et puis à un cercle un peu plus lointain, parce que forcément, ils n'auront pas non plus la même image que les personnes les plus proches de vous. Donc, quand on est à son compte, on est forcément et constamment obligé de sortir de sa zone de confort. Il y en a pour qui c'est assez facile tout de suite, et puis pour d'autres où ça met un peu plus de temps. Donc l'idée, c'est en fait, voyez toujours l'objectif que vous souhaitez atteindre. Si vous avez envie de créer votre image de marque, justement, la construire progressivement, et que c'est difficile de prendre la parole sur LinkedIn ou sur Internet parce que vous savez pas quoi écrire et puis vous avez peur d'être jugé. C'est souvent ce qui se passe, c'est ce qu'on nous remonte chez DigiAtlas. Ben, ça vaut le coup finalement de se tester et rentrer dans cette zone de challenge. Et finalement, plus on essaie, plus on s'habitue finalement à essayer et vous réussissez progressivement à atteindre l'objectif que vous vous fixez. Donc, c'est un mélange de quoi le personal branding, de qui je suis, de ce que je sais faire et de ce que je veux faire. Et ce qui fonctionne, c'est la création d'une image de marque qui est authentique. Plus c'est authentique, plus ça fonctionne. Et donc, vous allez devoir capitaliser sur votre axe de valeur. Alors là, on a 6 personnes que vous connaissez certainement qui ont un personal branding travaillé. On a Steve Jobs. Alors Steve Jobs, comment est-ce qu'il ressort? Il ressortait. Souvent, il faisait ses keynotes habillé en noir de manière très simple, à l'image d'Apple, où il allait présenter quelque chose, un nouveau produit, dans une salle de conférence noire assez sobre, et son apparence simple, allait finalement avec la marque Apple qu'il avait créée. Donc son habit, sa simplicité participe aussi à son image de marque. Après, on a Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, souvent, on me dit « Ah qu'est-ce qu'on m'a dit les mannequins Victoria's Secret. » Oui, bon, pas tellement. C'est aussi tout son engagement envers l'écologie. Et forcément, ça participe à la construction de son image de marque. Après, on a Nabila, si je vais un peu vite. Nabila, oui, il y a le Halo, le shampoing, une marque qu'elle a déposée aussi en ligne. Ça aussi, ça fait partie d'un jugement de valeur qu'on peut avoir et qui participe à la construction de son image de marque. Simone Veil, rescapée de la Shoah. Greta Thunberg aussi, qui est autiste Asperger. Donc tout ça, ça fait partie de qui on est et de comment on le revendique. OK ? Donc, vraiment, pour développer une image de marque, ce qui est le plus simple quand on démarre, c'est en fait, s'attaquer à une niche, à ce que vous vendez. C'est pas pour ça que vous n'allez pas pouvoir vendre autre chose, mais en étant spécialiste d'un sujet, en étant spécialiste de votre niche, et pas forcément, vous serez plus à même de capitaliser des clients qui viennent à vous pour une compétence spécifique. Et c'est pas pour ça que vous pouvez pas faire autre chose. J'en parlais l'autre jour avec une amie qui me disait oui, effectivement, développer sa niche, c'est important, mais moi, j'aime bien faire plein de choses. Donc, vous pouvez finalement communiquer sur un point d'entrée et puis ensuite ouvrir les vannes et proposer un catalogue de services un peu plus large. OK ? Voilà. Donc, il y a 4 zones dont j'aime parler. C'est 4 zones qui ont été recensées, écrites par un psychologue social, Gay Hendricks, américain, qui différencie les zones de compétences. Dans un premier temps, on a la zone d'incompétence. La zone d'incompétence, c'est simple, c'est la zone où je ne sais pas faire. Moi, par exemple, je ne sais pas utiliser Photoshop. C'est ma zone d'incompétence.
Et puis, il y a la zone de compétence. Là, c'est la zone où je suis à l'aise, mais je ne retire pas tellement de satisfaction, si ce n'est de finir ma to-do list. OK, je check. Et ça ne va pas plus loin. Mais pour aller, et c'est là où ça devient intéressant, un peu au-dessus, la zone d'excellence. La zone d'excellence, là, c'est vous êtes reconnu comme étant bon sur votre marché. Et il y a des personnes qui font aussi bien que vous, bien sûr, mais vous êtes reconnu par l'audience comme réellement bon sur ce secteur. Et c'est là où ça vaut la peine pour vous d'aller capitaliser votre communication ou de travailler pour atteindre cet objectif-là. Et puis la zone de génie, et ben là, c'est quand vous êtes parfaitement aligné avec toutes vos valeurs. Et là, c'est merveilleux. Mais on ne l'atteint pas tous non plus. Donc, il y a un vrai sujet de travailler son positionnement, travailler son offre, son avantage concurrentiel. Comment est-ce que vous vous différenciez d'un autre freelance lambda? Comment une société va pouvoir se différencier par le biais de sa communication aussi? Parce que vous pouvez offrir deux services complètement différents, proposer deux services aussi à la même cible, mais communiquer d'une manière complètement différente. Et avec votre personnalité et votre personnalité de marque, eh bien là, vous allez attirer des clients aussi différents. Okay, donc, quelle est votre vision finalement? Et il y a, on le voit, hein, une multitude de positionnements qui sont possibles. Quand on tape coach sur les suggestions Google, et ben là, on va voir le coach sportif, le coach de vie, le coach amour. Donc, comment est-ce que vous aussi, en termes de référencement naturel, vous allez pouvoir vous différencier? Donc, c'est ce que je disais, être expert de quelque chose ne vous bloque pas pour élargir votre portefeuille de services. Et ça, c'est vraiment important. Donc l'étape numéro 2, après avoir capitalisé sur ses forces et s'être posé un peu les bonnes questions, l'idée, ça va être d'apprendre à se faire connaître. Donc c'est le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, qui le dit, votre marque, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Donc posez-vous vraiment cette question, qu'est-ce que, quand je pars, je laisse comme image? Et c'est là où ça vaut le coup de poser la question à votre entourage. D'accord? Donc, à ce moment-là, une fois que vous savez comment plus ou moins communiquer, il va falloir trouver les canaux de communication. Donc, vous choisissez finalement où se trouve votre cible, vous choisissez des médias de communication et vous allez créer du contenu. Ça ne sert à rien d'être partout parce que vous n'aurez pas le temps. Choisissez quoi? 2 réseaux sociaux, c'est déjà très bien, surtout si on est tout seul. Et puis, vous allez en fait écrire et faire l'effort de réfléchir à une stratégie de contenu qui soit intéressante pour votre cible. Alors souvent, on me dit, mais je ne sais vraiment pas quoi dire, j'ose pas. Bon, maintenant, il existe ChatGPT, c'est aussi facile pour démarrer et pour vous mettre le pied à l'étrier. Il faut évidemment repasser dessus, évidemment trouver le ton et la manière d'écrire, donc mettez votre patte, mais ça peut être un déclencheur en tout cas pour ceux qui en auraient besoin et pour qui c'est un peu plus difficile de s'exprimer en ligne. Mais c'est un peu la zone de challenge dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, c'était très difficile de le faire au début, c'était très difficile de faire des webinaires, c'était encore plus difficile de m'exprimer en public comme ce matin, et finalement, à force de faire, on s'habitue, et c'est ça qui fonctionne. C'est un peu se forcer pour atteindre les objectifs qu'on a envie, vers lesquels on a envie d'aller. Donc, le profil LinkedIn, j'imagine que tout le monde ici a LinkedIn, c'est un super moyen en fait de mettre en avant votre storytelling, de raconter un peu de manière catchy ce que vous faites, qui vous êtes. Essayez de trouver, vous voyez ici dans la description, un truc un peu sympa et différenciant. Par exemple, qu'est-ce que je mets? Bonjour et bienvenue sur mon profil, je m'appelle Anna, oui, c'est un palindrome, je vis à Lyon et je suis née le jour de un parfait hasard de vie qui m'amuse beaucoup. Et après, j'explique ce que c'est. Et puis, mettez en avant aussi ce qui vous semble important, des articles que vous avez écrits ou des projets sur lesquels vous avez collaboré, ou pourquoi pas un catalogue, un portefeuille de services pour les graphistes. Vous avez certainement un portfolio, peut-être un lien vers un portfolio en ligne aussi. Donc, mettez finalement en avant tout ce qui peut être un argument marketing pour le client ou le prospect qui arrive chez vous et qui avait envie de se dire « Ok, j'ai besoin de ce service, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne et est-ce qu'elle répond à mon besoin ?» Hop là. À votre avis, maintenant j'ai une question, quel est le travers le plus courant quand on parle de soi?
Alors souvent, on me dit, c'est de se mettre trop en avant, c'est de trop parler de soi. En fait, non. En réalité, les personnes qui se présentent, elles ont tendance à se décrire, à expliquer le diplôme qu'elles ont fait, où est-ce qu'elles ont vécu, et puis c'est très monotone et il n'y a pas tellement d'histoire, on déroule juste un CV et ça n'a pas tellement de valeur. Et ça, c'est un vrai gros défaut. Donc ça vaut le coup finalement de se poser les questions de comment mettre en avant son discours de marque, de freelance pour réussir à retenir l'attention. Je ne sais pas si vous êtes allé dans les soirées networking, c'est souvent parfois ennuyeux. Et moi, à l'époque, j'avais tendance à plutôt me faire des copains et pas vouloir simplement échanger des cartes de visite. Mais pour justement se souvenir d'une personne, il faut marquer les esprits et donc pas juste raconter ce qu'on a fait, mais intéresser son audience en racontant une histoire. Et puis la communication non verbale, donc la manière dont on s'exprime, elle a forcément aussi un impact dans la vie. Et ça fait partie du personal branding. On n'est pas juste sur de la communication en ligne. La communication non verbale, donc c'est composé du son et de la voix, des expressions du visage, et puis qui compte à 93%. Et le reste, la signification des mots, compte seulement à 7%. Donc, on se rend compte à quel point que finalement, le fond, ok, c'est important, mais la forme aussi, un discours dynamique. Si j'étais là en face de vous, assise avec un ton monotone, ça serait certainement moins intéressant. Donc, forcément, ça, c'est un axe qu'il faut travailler, qu'on soit timide ou pas, ce qui était aussi mon cas. Et la troisième étape, donc, ça va être de se faire reconnaître. Donc, pour se faire reconnaître, c'est vraiment établir cette stratégie de contenu sur un média qui me plaît. Si j'aime faire des vidéos, pourquoi pas aller sur YouTube? Si justement, ce n'est pas un exercice avec lequel je suis à l'aise, pourquoi pas écrire des articles si j'aime ça, sur Medium ou sur LinkedIn Pulse, enfin l'éditeur de texte sur LinkedIn. Et c'est cette stratégie constante, de contenu constante, cette diffusion, qui va être source de valeur et qui va participer à la création aussi de votre communauté. Et c'est pas en faisant... En fait, quand on est freelance, on a tendance à se dire « Oh là là, je suis débordée, ça y est, je travaille 5 jours par semaine, j'ai 2 ou 3 clients full-time. » Oui, ça arrive à plein de gens. Et du coup, après, quand on perd un client, on perd beaucoup de chiffre d'affaires et on n'a pas capitalisé sur sa com. Du coup, ce que je conseille, c'est vraiment de garder, et j'ai fait cette erreur, de garder un temps, même une demi-journée ou 2 heures par semaine pour travailler ça et de se l'instaurer, de se l'instruire, parce que c'est ce qui fera vraiment la différence aussi à long terme. Donc, ça doit faire partie finalement de votre travail au quotidien de freelance. Parce que la communication, le marketing, finalement, même dans toutes les boîtes, les grosses boîtes, ça fait partie des charges d'exploitation pour réussir. D'accord ? C'est pas une fonction support. Et donc, c'est pareil pour votre entreprise. J'ai l'exemple d'une apprenante qu'on a accompagnée, que j'adore, qui s'appelle Rose Mariton. Et Rose, elle a lancé un kit d'activités à faire pour les enfants pour leur apprendre à bien manger, pour leur apprendre les légumes, le système digestif, leur expliquer comment c'est cultivé. Parce qu'elle avait une passion, c'était justement l'alimentation au sens large. Et donc Rose, là, depuis quelques mois, elle a créé un personal branding sur LinkedIn, c'est incroyable, elle est en train de gagner plein de prix aussi. Et du coup, elle raconte, elle ose aussi se mettre en avant, elle ose aussi mettre des photos. Alors, c'est des photos d'elle, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire de manière différente, bien sûr. Mais voilà, mais c'est ce qui marche. Et du coup, elle raconte aussi avec son storytelling le pourquoi est-ce qu'elle a créé son projet. Et ce pourquoi, c'est le storytelling dont je parlais, fait toute la différence. Si on va sur son LinkedIn, par exemple, évidemment, il y a son image de marque ici, mais voilà, elle met en avant une photo avec Macron, forcément ça fait bien, où elle raconte aussi, au-delà du pourquoi, des anecdotes de sa vie de créatrice d'entreprise. Et elle vient juste de commencer et son produit, il est à peine disponible sur le marché. Donc finalement, il n'y a même pas besoin d'attendre que tout soit effectif, tout soit lancé, qu'il y ait déjà des clients. Non, en fait, on peut commencer à créer son image de marque forte tout de suite si on se donne l'énergie de le faire.
que je recommande souvent à nos apprenants, c'est de réaliser un test de personnalité en ligne qui est gratuit. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est 60personalities.com qui vous donne en fait votre profil MBTI. Donc c'est un test inventé par Carl Jung, le psychologue social, qui regroupe 16 types de personnalités. Alors évidemment, voilà, il y a des traits plus ou moins communs et ça vous donne finalement une facette de qui vous êtes et de comment est-ce que vous interagissez en société. Et c'est troublant de vérité pour beaucoup de personnes. Alors, si vous ne connaissez pas votre MBTI, je vous invite vraiment à le faire. C'est un quart d'heure en ligne et ça peut aussi vous permettre de savoir comment vous mettre en avant. Et puis, au bureau, on s'amuse beaucoup en ce moment avec les profils disques et les couleurs bleu, vert, rouge, jaune. C'est quel type de couleur est-ce qu'on est et comment est-ce qu'on interagit au quotidien avec ses pairs, avec ses collègues, dans l'organisation de notre travail. Et ça peut vous aider aussi à vous connaître et puis à comprendre surtout comment fonctionnent les autres pour en fait, aller plus loin aussi avec vos clients. Voilà. Est-ce que je serais ravie...